Un endroit extraordinaire que bien sûr tous les Stéphanois et tous les gens de notre région connaissent, le château des Salois, mais le derrière du château des Salois, avec Jean-Marc, bien une présence ici qui s'explique par la plaque qui est derrière nous. Bonjour à tous, donc oui, une plaque où on peut lire Henri Rechatin. Alors, Philippe Beau, qui est à nos côtés, c'était qui Henri Rechatin? Henri Rechatin, c'est pour moi et certainement pour beaucoup de Stéphanois une part entière de notre patrimoine, puisque Henri, pendant des années, 70 ans de carrière, a été le funambule international, pas seulement connu sur le plan de la région de la Loire, mais sur le plan national et international. Alors, bien sûr, il y a la fameuse traversée de Grandjean, les traversées de Grandjean, mais il y a aussi les équilibres sur chaise. C'était vraiment un personnage atypique de notre région. Alors, vous lui avez consacré un livre qui permet de retrouver ses exploits de cet homme inventif, passionné, qui trouve toujours des idées nouvelles. Et un beau jour, il lui vient l'idée de traverser. Alors, on va le voir, hein, il y a 1,5 km dans les années 60, de traverser le fameux barrage de Grandjean. Il a fallu d'abord installer un câble, ça n'a pas été de la tarte. Alors en effet, Henri cherchait depuis un petit moment une traversée originale, bien évidemment quelque chose de pas réalisé jusqu'à présent par d'autres funambules. Et le site de Grandjean, c'était un peu un cadeau du ciel quelque part pour Henri. Alors en effet, l'installation a été assez ardue parce que il fallait descendre le câble d'abord en bas au niveau de la Loire pour le passer de l'autre côté de la Loire, le tendre de façon à ce qu'il soit quand même assez droit. Il n'y avait pas de la possibilité d'aubaner, c'est-à-dire de tendre, de rigidifier le câble. Donc, il a fallu imaginer, mais c'est dans la tête d'Henri. Voilà, c'est l'inventeur. Il va imaginer donc un système de poulies, de contrepoids qui va permettre donc à chaque pas qu'il va faire sur ce câble de le maintenir le plus rigide possible pour le stabiliser au maximum. Alors, cet exploit, le premier, parce qu'il en a fait plusieurs, le premier dans cet environnement qu'on a devant nous, il a été aussi couvert par les médias, parce qu'il est devenu quasi du jour au lendemain une star. Notre Henri local est devenu une star, entre autres grâce à Michel Drucker. Grâce à Michel, oui, en effet. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 1965, on n'a qu'une chaîne à la télévision. En noir et blanc. En noir et blanc, bien évidemment. Et on a entre autres dans les émissions, une émission sportive. Et là, il y a un tout jeune reporter qui est pas encore sorti de la région parisienne pour faire des reportages et qui va faire son premier reportage en extérieur, ce fameux 18 juillet, si ma mémoire est bonne, 1965, c'est en effet Michel Drucker. Bon, aujourd'hui, inutile de le présenter. Et Michel Drucker qui se trouvait ici, à l'endroit même où on se trouve. Voilà, Michel Drucker, donc avec son équipe de télévision, a fait le voyage Paris-Grandjean, on va dire, Paris-Chamble, pour filmer cet exploit, en fait, qu'allait se réaliser. Comment Henri s'est retrouvé funambule? Pourquoi il a exercé cet art? Comment c'était un enfant de la balle? C'est ça, Henri se qualifie comme étant un enfant de la balle. Ses parents étaient déjà dans le métier, on va dire ça comme ça. Ils faisaient ce qu'on appelle des numéros de main à main, d'équilibre, sur les places de Saint-Étienne, sur les places des villes ou villages environnants. Et Henri s'est né au milieu de tout ça. Donc pour lui, c'était plus qu'une évidence. Et il a commencé par le jonglage. Il a été un des plus jeunes jongleurs en France, professionnel, je parle, à l'âge de 10-11 ans. Ensuite, il y a eu après le jonglage, il y a eu donc les fameux parcours sur échasse, dont un Tour de France sur échasse. Et puis, petit à petit, il est venu à la traversée sur câble et au fameux équilibre sur chaise aussi alors on en parlera tout à l'heure avec Bruno. Voilà. La pluie arrive, alors on va se quitter, mais c'est une formidable histoire d'amitié aussi, parce que 50 ans après, Michel Drucker est revenu. Oui, tout à fait. Henri, je crois que quand il aimait quelqu'un, c'était pour la vie. Ça, c'est important à signaler. C'était un homme entier, c'est-à-dire aussi bien dans ses coups de gueule que dans ses coups d'amour ou ses coups d'amitié. Et en effet, en 2015, pour le cinquantenaire de la première traversée de Grandjean, on a demandé à Michel d'être présent et tout de suite, il a répondu oui.
Avec Philippe, nous allons évoquer quelques moments phares de la vie d'Henrice, Oui. puisque nous lui rendons hommage. Et on pourrait peut-être commencer, si tu en es d'accord Jean-Marc, par son jubilé. Il avait 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à Dunières? Alors en effet, retracer la carrière entière d'Henrice, on n'a pas assez de temps ici, mais en effet en 2011, c'est le jubilé d'Henrice, il décide de faire une grande fête à Dunières, grâce aux pompiers de Dunières qui le sollicitent d'abord et puis bon, il accepte. Bon, ça n'a pas été facile, mais il a accepté et il a refait en fait on va dire les numéros principaux de sa carrière, à savoir le jonglage avec de vrais faux. Vous imaginez jongler avec des faux. Il avait commencé un peu comme ça. Trois faux. Alors, 3 vrais faux. Hein. Avec un X. Voilà. Et donc ça, c'était en effet, c'était le début de sa carrière, ça. Hein. Ensuite, donc, il y a le fameux équilibre sur chaise, qui a été fait en haut d'un immeuble qui était voué à la destruction, à la démolition. Et puis la fameuse traversée à pied, en marche avant, en marche arrière. Il l'a fait aussi à bicyclette sur les jantes et à moto également. Donc, et voilà. avec Yannick sous la moto? Alors, pas pour le jubilé, non, mais à l'origine, oui, bien sûr, voilà, Yannick participait, bien sûr, oui, tout à fait, elle était sous la moto, oui, absolument. Alors, quelques-uns des exploits faits dans le monde entier, il y en a d'autres qui ont été quand même marquants. Oui, alors, pour les prendre un petit peu d'une façon chronologique, donc il y a d'abord le Tour de France donc, sur échasse. Alors ça, c'était assez phénoménal, c'était dans les années 50, je crois que c'est 56 de mémoire. Ensuite, il y a les premières traversées sur câble, les grandes traversées sur câble, donc il y a Grandjean en 65, il y en a eu 3 autres dans la foulée. Alors à l'étranger, reste bien sûr les tourbillons de Niagara Falls. Alors là, donc c'est au Canada, c'est Canada. Et il y a les États-Unis également avec Glen Canyon, Grand Canyon. Vous savez, ces fameux canyons qu'on voit dans tous les westerns. Équilibre sur chaise en haut de ces canyons, c'était fabuleux. Comment il s'est retrouvé aux États-Unis ? Alors c'est le hasard. Henri c'était un grand voyageur dans sa tête et après il l'a mis en application aussi réellement sur le terrain. Mais voilà, il pouvait par exemple ouvrir un livre, voir un endroit ou entendre parler d'un endroit et dire là il faut que je mette mes chaises. Ça a été le cas en Norvège au Preikestolen. Preikestolen c'était une espèce d'immense falaise. Je crois qu'il faisait 600 mètres de haut et il y avait un petit aplomb qui lui permet de poser ses chaises. Il les a posées et ça a donné un équilibre magistral. Alors, le Japon aussi pour les chaises. Le Japon avec une maison. Sur le câble, quand même, monter l'aiguille du Midi. Les câbles de l'aiguille du Midi. Pour revenir au Japon, il y avait donc une maison qui était installée, suspendue à un câble. Ils ont fait en fait la réplique de ce que Henri avait fait à une époque à Lyon, au-dessus du Rhône. Donc maison suspendue. Et il recevait des invités qui montaient dans la maison par le biais du câble. Et bon, là, ça avait été installé directement par les Japonais. Il est arrivé, il a été sollicité par une équipe donc de Japonais qui tenait un parc d'attractions, genre Disneyland. Et voilà, quand il est arrivé, la maison était déjà toute construite. Il a fallu simplement la monter sur le câble. Avec en décor de fond le Fujiyama, quoi. Je veux dire, bon. Pas mal, respect. Pas mal. Et il avait la grande fierté, et je peux le comprendre, de dire tous les matins, je me réveillais et il me jouait la Marseillaise en bas du câble. C'est fabuleux. Et puis des records de vitesse. Alors il y a eu les records de vitesse sur le toit des voitures. Le premier a été fait avec un autre grand nom des sportifs stéphanois, à savoir Roger Rivière, le cycliste Roger Rivière, donc qui était au volant d'une Simca 1000 et Henri en équilibre sur le toit. Ensuite il y a eu avec une CX. Là c'était 170 km/h avec sa femme au volant et Henri donc sur le toit toujours en équilibre. Et comme il me disait avec son grand rire à la fin, il me disait j'ai pas peur quand même de ma femme, c'est elle qui conduit. Donc vous voyez. Voilà, alors quelques éléments comme ça pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler, parce qu'il faut transmettre cette mémoire. Aujourd'hui, ma grande peine, elle est là. C'est que depuis sa disparition en 2013, Henri est encore
plus tombé dans l'oubli que quand il a réellement arrêté sa carrière. Et c'est vraiment dramatique. Je veux dire, la jeune génération ne le connaît pas. Et puis même dans les 40-50 ans, beaucoup se souviennent un petit peu. Mais il n'y a pas assez d'hommages rendus à cet homme qui a quand même marqué notre région, notre pays, et qui a emmené son talent et en même temps notre pays à l'étranger. Voilà, écoutez, on peut lire le livre. Ah oui, le livre de Philippe. Bien sûr. Et puis, merci. Hommage aussi à Bruno qui, à sa manière, continue à transmettre cette mémoire. Et puis, on va vous suivre pour la suite de ces pérégrinations avec la colonne Henris. Avec la colonne Henris. Voilà, grand merci à Bruno. Voilà, on s'est réfugié à l'intérieur de l'auberge à Salois parce que la pluie est là, mais des grands sourires autour de nous. Et vous découvrez devant nous une maquette étonnante. On va tout apprendre avec vous, Bruno. Bruno, alors vous êtes originaire de Saint-Étienne. Tout à fait, je suis né à Lorette. J'ai vécu, grandi à Grand-Croix, donc dans la région. Et j'ai évidemment entendu parler d'Henris, tout petit déjà. Quand vous étiez petit, je crois, c'était sur le parking du casino. Oui, tout à fait. En 73, j'avais vu Henri. J'ai eu la chance de voir ce monsieur, je ne sais pas trop son nom, sur le cap devant le géant casino, oui, tout à fait. Et puis la vie a fait que vous êtes parti de chez nous. Je me suis un peu éloigné. Voilà. Quelques années plus tard, je me suis éloigné sur le bassin d'Arcachon, mais bon, on n'oublie pas ses racines. Bien sûr. Et puis, la vie a fait aussi que vous, alors que quand vous étiez enfant, vous adoriez dessiner, vous n'avez pas pu faire les beaux-arts, mais les beaux-arts vous ont rattrapé quelques années plus tard. C'est vrai, je ne pouvais pas parce que j'avais mon frère aîné qui était artiste, donc lui a fait les beaux-arts, c'était entre guillemets un hippie déjà. Donc je me suis retourné, j'ai fait une école de dessin d'art appliqué sur Lyon. Et puis après, si vous voulez, j'ai monté une société dans l'automobile où je crée déjà des pièces en composite. Donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis un beau jour, vous avez eu envie de faire, avec votre savoir-faire professionnel, autre chose dans le domaine artistique cette fois-ci. Tout à fait. Donc j'ai commencé à travailler pour d'autres artistes. Bon, j'ai eu de la chance de travailler pour des artistes assez connus. Tout ça m'a fait grandir, m'a fait évoluer. Donc, depuis une quinzaine d'années, je fais des réalisations, des sculptures, des fontaines, beaucoup de choses. Et je travaille aussi pour moi. Je commence à faire des expositions, réaliser des sculptures, des pièces. Alors, justement, qu'est-ce qu'elles ont d'original, ces pièces ? Alors, il y a certaines choses avec le composite, la résine, si vous voulez, on peut faire beaucoup de choses. La résine, hein, oui. On voit ce que c'est. Résine polyester. Résine polyester. Alors, évidemment, on connaît les bateaux, on fait des meubles, on fait des avions, on fait beaucoup de choses. Moi, j'ai détourné cette résine pour faire des tableaux avec son épaisseur et je travaille aussi avec la lumière. J'ai fait des sculptures aussi complètement et surtout ma vocation de départ qui est le moulage. Donc, j'ai moulé des pièces que j'aimais bien. Des éléments design des années 70. Et c'est de là qu'est venue l'idée de la chaise. Tout à fait. J'avais moulé cette chaise pour des raisons, parce qu'elle est épurée. C'est une chaise, une des premières chaises qui date des années 60, fabriquée en série en polyester. Donc je l'avais moulée, je l'avais détournée, je l'avais peinte de différentes façons. Et puis en m'amusant à la maison, j'ai dit tiens, pourquoi pas les empiler? J'étais parti sur l'équilibre des couleurs, en empilant des chaises comme ça, la première idée. Compliqué quand même d'empiler des chaises. Oui, je vous avoue qu'au début, je l'ai mis devant la bibliothèque. Les livres sont descendus plus vite que les chaises ne sont montées. Alors après, je gardais cette idée en tête. Et quelques années plus tard, il y a 2 ans, j'ai réessayé de rempiler des chaises. Puis là, je me suis dit, techniquement, je dois y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi pas? Et puis, là, si vous voulez, il y a un moment magique. En empilant les 2 chaises, je me suis dit, Henris. Dans ma tête, tout de suite de gamin, j'ai pensé à ces chaises où Henris se met en équilibre. Et pour moi, ça fait un flash. Donc, maintenant, nous sommes dans une période où on peut les chercher sur Internet. J'ai commencé à chercher Henris, regarder ce qu'il a fait. Et je suis tombé j'ai découvert le très joli livre de Philippe Beau, qui est avec nous d'ailleurs. Voilà. Qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie d'Henri, sur ses exploits, sur ce qu'il avait fait. Et cela m'a réconforté. Je me suis dit, donc, la colonne s'appellera Henris. Jeu de mots avec la colonne Maurice. Oui, aussi. Petit clin d'œil, la colonne Henris. Donc, ce qu'on voit devant nous, c'est une première. Personne n'a jamais vu encore
cette maquette? Non, cette maquette est sortie de l'atelier hier. Vous voyez, je l'amène ici pour l'offrir à Philippe. C'est grâce à lui que j'ai pu avancer aussi. Alors, ça a été des belles aventures parce que vous n'arriviez pas à le joindre. Finalement, vous avez pu. Et puis vous êtes passé chez nous puisque vous venez d'Arcachon avec cette magnifique sculpture, on peut dire. C'est une sculpture, bien sûr, oui. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, dès qu'on travaille une nouvelle pièce, on appelle ça une sculpture, oui. Tout à fait. Alors, votre projet, c'est une maquette. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand. J'espère bien. Oui, la maquette, si vous voulez, c'est bien, c'est intéressant. C'est petit, c'est miniature, on peut s'imaginer ce que ça donne. Mais la faire en grand, c'est plus technique. Donc, je peux vous dire que la première colonne est faite. La colonne en riz existe, elle est dans mon atelier. Elle mesure donc 3,20 m de haut. Alors, vous imaginez largement sous le plafond, voilà, 3,20 m, et avec ses couleurs? Exactement, avec ses couleurs. Alors, parce que le choix des couleurs n'est pas neutre là aussi. Bien sûr. Bien sûr. Avec du recul. Alors, le noir représente les racines, comme les arbres sont enracinés. Le orange représente tout ce qui est flore, nature. Le bleu, vous tombez dans le ciel et dans la mer. Et le jaune, le soleil. Voilà. Ah, merci, monsieur Larty. Voilà ce que l'on m'a appris aussi. Alors, le projet maintenant, avec cette colonne en riz qui est faite chez vous à Arcachon. Alors, cette colonne, donc, elle se tient d'elle-même déjà. Là, vous voyez sur la maquette, elle est soclée. Moi, la colonne que j'ai dans l'atelier n'est pas soclée, c'est-à-dire que la chaise tient sur ses 4 pieds, comme faisait Henri quand il est en équilibre. Tout ça à 3,20 m de haut. Donc, c'est un peu comme un roseau, elle se balance un peu, mais elle tient, elle est stable. Et Philippe Beau m'a donc proposé de venir l'exposer dans la région de Saint-Étienne. Et je lui ai dit oui, évidemment. Par rapport à Henri, je trouve que c'est un clin d'œil, ça me fait vraiment plaisir. Alors Philippe, votre rêve maintenant, ça serait quoi? Alors tout d'abord, je voudrais juste dire un mot sur cette maquette, parce que lorsque Bruno me l'a présentée, j'ai eu un grand moment d'émotion, parce que je me suis imaginé en riz découvrant cette sculpture hommage. Je pense que ça lui aurait fait énormément plaisir et il aurait ponctué bien sûr son émotion par un rire gigantesque qu'on lui connaissait. Voilà. Alors en effet aujourd'hui Bruno, moi, nous souhaitons faire voyager quelque part cette œuvre hommage à Henri, d'abord la faire découvrir bien sûr aux Stéphanois et puis même au-delà de Saint-Étienne, et c'est une sorte d'appel qui, grâce à vous, grâce à votre radio, essayons de faire passer le message pour trouver le lieu. Alors moi j'ai pensé à plein de lieux, bien sûr il y a le hall de la mairie de Saint-Étienne qui peut se prêter à ça, il y a la cité du design, je pense que... Parce que la cité, spontanément, c'est à la cité du design qu'on pense, puisque la chaise de départ, c'est une chaise design. Qui a un nom, qui est une icône dans le design, bien sûr. C'est la chaise Bofinger, faite par Helmut Basner en 1966. Première chaise fabriquée en série en polyester. Voilà, alors, ça serait la tradition, l'art, elle ne peut que se retrouver à un moment donné à la Cité du Design, qui est un superbe endroit en plus à Saint-Étienne, ouais. et c'est vraiment l'écrin parfait pour cette œuvre magistrale, quoi. Voilà. Après, nous sommes ouverts, bien sûr, à tout autre endroit, il n'y a aucun problème. On va certainement, ça reste à confirmer, on va certainement présenter l'œuvre originale à Essalois, là, ici, au château, grâce justement à une initiative du restaurateur qui est juste à côté, le restaurant S-Folie. Donc, je tenais à le signaler, ça sera certainement le premier lieu d'exposition. Oui, tout à fait. D'autant qu'elle peut tout à fait être en plein air, il n'y a aucun souci. Oui, je pense qu'ici c'est un peu vanté, il vaudrait mieux qu'elle soit un peu vanté quand même. On va lui trouver de haut, elle est souple. Il y a du ballon quand même. On va lui trouver un bel écrin pour pouvoir la voir. Voilà, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à Noélie qui nous a accompagnés. Et puis, hommage à Henri, et puis un petit clin d'œil aussi sur votre livre. Tout à fait, merci. Le livre de Philippe consacré donc Henri sur le fil de sa vie, oui, tout à fait, qui a été préfacé par Michel Drucker. Ouais. Très bien. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci.